des habitats, vous voyez, il y a de la végétation, il y a des branches ici, donc déjà on devrait trouver quelques invertébrés. Donc là le but c'est que je vais plaquer mon filet, donc c'est un filet serveur, c'est le nom qu'on donne à ce genre de filet. Je vais le plaquer idéalement dans le fond, et puis je vais frotter l'habitat pour essayer de récolter les différents invertébrés qui sont présents. Monsieur, ça pousse? Ouais, pas mal, ouais. Ouais, je sais, j'avais été dans la course avec mes amis, ça pousse fort. Mais moi, j'ai pas été. Vous allez en trouver? Alors, vous voyez à gauche, on a des catégories. Ouais, les photos, tu peux les ranger. On a exactement, le fleuve se jette dans la... Nous avons fait un prélèvement d'invertébrés afin d'en connaître plus sur les petits habitants de la rivière. Thomas est descendu à l'eau avec un filet et des bacs afin de prélever les petites bêtes. Nous avons observé et essayé de déterminer les invertébrés à l'aide d'une loupe binoculaire. On a pu constater que la rivière abrite beaucoup de petites bêtes, des insectes, des crustacés notamment. Grâce à une clé de détermination simplifiée, nous avons pu déterminer les différents ordres représentés. Nous n'avons pas suivi de protocole scientifique particulier. Par rapport aux invertébrés et à leur quantité, nous pouvons déterminer que la base meldique est de bonne qualité. Savez-vous la présence de certains interprètes nous indique si l'eau est de bonne ou mauvaise qualité? Si l'on prélève que des sangsues ou des gamins qui sont très peu exigeants en termes de qualité d'eau et aucune invertébrée un peu moins tolérante, alors on peut penser que l'eau est en mauvais état. En plus de nous donner des informations sur la qualité d'eau, ils ont avant tout un rôle majeur dans la vie de la rivière. Ils servent aussi des nettoyeurs de la rivière. Ils adorent manger des débris végétaux comme des feuilles mortes. Ainsi la rivière n'est pas polluée par ces matières mortes. Alors toi aussi tu peux découvrir les petits habitants invisibles du bord de la rivière, mais n'oublie, respectez-les et ils te le rendront.
pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour Benjamin. Donc je vais me présenter. Je pense que tu me connais, mais Monsieur Saillot, donc président de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique. Ça veut dire qu'on s'occupe de la pêche, mais pas seulement. On s'occupe aussi de la qualité des milieux aquatiques, la qualité de l'eau, de la biologie aquatique, des invertébrés, ce que vient de nous présenter Thomas. Bonjour Elie. Quelles sont les missions principales de la fédération? Alors, j'ai presque répondu un petit peu avant, mais il y en a deux qui sont essentielles. C'est le développement du loisir pêche, c'est-à-dire nous, on a envie de faire connaître un loisir qui est facile, accessible, qu'on peut presque trouver quasiment toujours autour de soi. Donc ça, c'est le développement du loisir pêche. On a envie de donner envie aux jeunes, aux adolescents, aux adultes, de pratiquer un loisir qui est simple, qui n'est pas trop cher et qui nous permet vraiment de se libérer de plein de poids, de plein de choses qu'on a dans la vie. Et puis le deuxième axe, c'est un axe de protection de la biodiversité aquatique. Protéger les poissons, protéger la biodiversité, celle qu'on a vue tout à l'heure, les invertébrés, les végétaux, faire en sorte que ces espèces-là, elles puissent continuer à vivre et continuer à faire leur cycle de vie. C'est très important de s'engager pour elles, parce qu'elles, on ne les voit pas en réalité. On les voit très peu. Là, on a vu un canard, on va voir un hérisson, on va voir une grenouille. C'est très facile à voir. On peut s'en occuper plus facilement. Ce qui est dans l'eau, c'est très très difficile de s'en occuper. C'est pour ça que nous, on a cette spécialité-là et qu'on essaie de faire beaucoup d'efforts pour communiquer la vie dans le milieu aquatique. Est-ce que les poissons sont-ils menacés? Alors, les poissons sont menacés, on en a encore parlé il y a 2 jours. On estime que, par exemple, un poisson qu'on connaît bien ici, en Hauts-de-France, et dans nos cours d'eau, c'est la truite. La truite fario, malheureusement, les populations de truites fario s'effondrent. Ça veut dire que là où on devrait retrouver dans quasiment tous nos cours d'eau des truites fario, il y en a beaucoup moins. Alors pourquoi il y en a beaucoup moins? Probablement parce que la qualité de l'eau ou la qualité des milieux, ou ce qui se trouve dans l'eau, vient les perturber. Et donc, comme ça perturbe l'espèce, eh ben, elle n'a pas cette capacité à se développer, à avoir une famille plus nombreuse, et puis être en quantité pour encore plus pondre et développer ses populations. Les prélèvements effectués sont confirmés. Ah oui, en fait, nous, on a des indicateurs qui sont intéressants. C'est les indicateurs. On nous dit souvent, oui, l'eau, elle est d'une bonne qualité, ou d'une qualité moyenne, ou d'une qualité médiocre. Mais nous, on l'observe très très rapidement en fonction des espèces qui fréquentent le cours d'eau, le fleuve, la rivière, le ruisseau. On peut dire si une eau est de bonne ou de mauvaise qualité. Par exemple, certains poissons vont pas accepter une eau de mauvaise qualité. La truite, par exemple, elle va pas accepter une eau de qualité vraiment dégradée. Par contre, la carpe, elle va être moins exigeante. Elle va accepter un peu plus de pollution. Le gardon, un petit peu plus aussi. Donc, grâce aux espèces, si tu veux, qu'on trouve dans un fleuve, dans une rivière, dans un ruisseau, dans un étang, dans un lac, eh ben, on peut dire si l'eau, elle est de bonne qualité ou de moins bonne qualité. En tout cas, on a tous des efforts à faire parce que l'eau que tu utilises pour te brosser les dents, pour laver ton linge, pour faire plein de choses, eh ben, à un moment donné, elle arrive dans des tuyaux, dans une station d'épuration, elle est rejetée, mais elle n'est pas totalement nettoyée. Et elle vient souvent dans le milieu naturel. Et plus on met de déchets dans l'eau, plus on dégrade l'eau. Et plus on dégrade le milieu des espèces qui vivent là dans nos cours d'eau. Bonjour. Bonjour Théo. Pensez-vous que les invertébrés des cours d'eau soient menacés? Alors là aussi, c'est comme les poissons. Ils sont encore plus sensibles peut-être que les poissons. Et en fait, comme ils se nourrissent à la base de la chaîne alimentaire, dès qu'il y a quelque chose qui est pollué, eux, ils vont être impactés par la pollution. Et les premiers à être impactés, ça va être ces espèces-là. Les invertébrés dont on a parlé tout à l'heure, que tu as pu observer dans la petite bassine ou au microscope. Donc toutes ces petites espèces-là, les premières à manger les matières organiques qui sont là ou les matières chimiques, eh bon, elles vont être impactées. D'abord parce qu'elles ont une masse corporelle moins importante et puis elles sont très 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 sensibles à la pollution, beaucoup plus sensibles que nous. Donc dès l'instant où il y a une pollution, elle nous donne tout de suite l'indicateur. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a pollution. Quels seraient les impacts sur les fleuves et rivières? Moins grande diversité biologique, c'est ça? Moins d'invertébrés?
Oui. Ah ben, ça serait catastrophique s'il n'y a pas d'invertébrés, s'il n'y a pas de végétaux, s'il n'y a pas d'invertébrés, s'il n'y a pas ces petites espèces qu'on a vues. Et ben là, il n'y a pas de poissons, il n'y a pas d'espèces, il n'y a pas de hérons comme on a vu tout à l'heure, il n'y a pas de grèbe comme on a vu. Tu as vu le grèbe qui mangeait un poisson. Il n'y a pas de sterne, il n'y a pas d'hommes, ni d'êtres humains, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur la planète qui dépendent aussi du développement des poissons. Pas seulement dans les fleuves. Il y a plein de fleuves qui nourrissent plein de gens un peu partout sur la planète, mais les fleuves qui arrivent également dans la mer sont des zones intéressantes pour, on appelle ça des zones en fait, des nurseries, c'est-à-dire là où il va y avoir plein de petits poissons qui vont éclore, se développer et qui vont ensuite se distribuer dans la mer. Et puis même certains reviennent dans le fleuve et dans la rivière. Donc si on n'a pas de bonne biodiversité ici, il n'y aura pas beaucoup de poissons. S'il n'y a pas beaucoup de poissons ici, il n'y en aura pas beaucoup non plus dans le milieu océanique. Pensez-vous que la basse Meldic soit en bonne santé? Ah, la basse Meldic, c'est un peu particulier la basse Meldic parce que c'est un cours d'eau qui est aussi très comment j'allais dire ça, utilisé par l'homme et en même temps modifié par l'homme. Donc ce qui est modifié par l'homme, souvent, il a subi des dégradations. Ou il n'est pas dans un même équilibre qu'un fleuve ou un cours d'eau qu'on aurait laissé fonctionner normalement. Alors, la basse Meldic, elle est surtout canalisée. Ça veut dire qu'elle a des berges un peu, tu vois, abruptes, compliquées pour les espèces qui vivent autour. Mais bon, globalement, tu vois ici, l'eau, elle est quand même pas trop mauvaise qualité. On vient de faire des prélèvements. Alors, moi, je vais presque te poser la question. Est-ce que tu penses que c'est vraiment mauvais ou c'est plutôt moyen ici? D'après ce qu'on a vu. D'après ce qu'on a vu, c'est moyen. Voilà. Tu vois, donc à partir de prélèvements qu'on peut faire, à partir des observations, à partir des poissons, à partir de mesures chimiques aussi qu'on pourrait faire, on peut déterminer si un cours d'eau est en mauvaise qualité, s'il se dégrade ou s'il s'améliore. Et nous, on est très attentifs à ça. Même s'il y a d'autres qui regardent, nous, on y regarde encore plus attentivement, parce que si ça se dégrade, il n'y a plus de poissons. De manière générale, suite aux inondations récentes, le bassin de la Halle est-il fonctionnel? Alors, le bassin de la Halle, effectivement, il y a eu énormément d'inondations et ça a gêné beaucoup de maisons, d'habitations, d'habitants. Tu l'as vu, on est passé tout à l'heure. Ça veut dire que le bassin, il n'est pas totalement fonctionnel. Ça veut dire qu'il ne laisse pas l'eau passer là où elle devrait pouvoir passer. C'est-à-dire qu'on a construit, tu vois, un peu partout, on a occupé des espaces que le fleuve avait sans doute occupé ou devait occuper en cas d'inondation. Donc, fonctionnel sans doute, on a l'impression que ça fonctionne bien, mais s'il y a des inondations, c'est aussi probablement parce qu'on l'a rendu moins fonctionnel à travers ce qu'on en a fait, pas seulement au niveau du fleuve, mais au niveau du bassin versant, on a sans doute créé des désordres. Au niveau de l'occupation du sol, on a sans doute été sur des endroits où le fleuve pouvait sans doute passer avant, et aujourd'hui, il veut passer, mais il y a de l'habitation dessus. Donc, en fait, fonctionnel, mais moins fonctionnel qu'avant. Ce qu'on n'accepte plus, justement, aujourd'hui, c'est de laisser passer un cours d'eau là où il devrait passer. Et forcément, il y a des enjeux, il y a du risque, forcément, puisque le fleuve, un peu de temps en temps, comme ce qui s'est passé cet hiver, sort de son lit, va sur le lit en fait majeur et va inonder. Mais bon, globalement, on sait qu'on peut se mobiliser aussi pour améliorer les choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Merci pour cette réponse. Merci. Quelle est la différence entre l'Aa et la Meldic? Ah, la A et la Meldic, c'est pas un fleuve, donc alors qu'on a dit tout à l'heure, la A est un fleuve. Donc déjà sa taille est moins importante. La Meldic, elle est canalisée ici en tout cas. La A, elle est canalisée à certains endroits, mais elle n'est pas du tout canalisée, donc elle va avoir une meilleure capacité de vie, elle va accueillir plus de vivants, plus de biodiversité, elle va mieux fonctionner en termes d'épuration ou d'auto-épuration. Il va y avoir plus de macro-invertébrés, il va y avoir plus de poissons dans la A. Et puis, surtout, il y a un linéaire beaucoup plus important. Donc, on va retrouver des espèces totalement différentes de la source
à l'embouchure, c'est-à-dire là où elle va se jeter à la mer. Et en plus, là, c'est quand même une porte ouverte pour certains poissons, pour certains poissons, qui vont l'utiliser comme axe de déplacement, mais surtout comme lieu de reproduction pour venir s'y reproduire. Alors que ici, hein, sur cet endroit-là, la basse Melzik, les poissons sont un peu coincés. Hein, ils ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent. Voilà. En primeur. Au revoir.